Scan. Le Scan, c'est un site internet. Vous seriez employé par votre suppléant. Oui. Vous confirmez? Oui, oui, Oui. complètement. Ce n'est pas un secret. Oui. J'ai démissionné le 11 janvier. Jean-François Rapin a échangé avec moi. Les situations ne sont pas simples et en plus, il recherchait quelqu'un pour transmettre les dossiers. Il m'en a fait la demande et effectivement, je suis son assistante depuis le 14 ou 15 janvier dernier. Vous ne voyez et je pas là de l'accompagne. problème spécifique? De problèmes spécifiques, écoutez, j'ai encore travaillé avec lui ce matin sur des dossiers bien précis pour l'accompagner dans sa mission. Ouais. À un moment donné, si les élus n'ont plus le droit non plus à des Assistante fonctions... parlementaire, vice-présidente de région, il n'y a pas de contradiction. S'il y en avait une, on l'interdirait. Et je pense que le fait de déclarer les choses est quelque chose de très cohérent. Peut-être que d'autres élus ne le déclarent pas, mais en tous les cas, je le fais et je fais équipe avec Jean-François Rapin. Un simple conseiller d'arrondissement ou un simple conseiller municipal peut très bien assumer sa tâche de collaborateur. L'idée d'avoir une ancienne sénatrice, maire d'une ville importante où la situation est quand même on ne peut plus difficile en ce moment, où les dossiers doivent s'accumuler, qui est en plus vice-présidente d'une grosse région qui s'est à nouveau élargie récemment, que va-t-elle faire en tant que collaboratrice? Alors je ne sais pas si son contrat est à mi-temps ou à temps plein. En tout cas, si c'est à temps plein, je la plains parce que déjà moi à temps plein sans mandat, c'est difficile. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une manifestation que ces règles de déontologie ne sont ni respectées, ni même suivies. Et du coup, se pose la question de que va faire l'institution Sénat? Est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont prendre des mesures pour trouver une solution à ce problème? Il faut que l'administration ou la présidence disent clairement si déontologiquement cette pratique est est pas légale, parce que oui c'est légal, mais est-ce qu'elle est acceptable? Si oui, écoutez, on laisse comme ça et ce sera aux associations de mener leur propre combat. Sinon, il faut qu'ils trouvent une solution pour régler ce problème. On a le suppléant qui devient sénateur et la sénatrice titulaire qui démissionne pour cause de cumul des mandats, pour pouvoir s'investir localement et qui là prend la place finalement d'une collaboratrice. Donc finalement c'est une démission un petit peu étonnante parce qu'en fait elle est toujours là. Il y avait une collaboratrice parlementaire avant qui visiblement à qui on a proposé d'aller travailler en mairie de Calais, qu'elle a visiblement refusé, c'est les informations que j'ai eues ce matin. Je crois qu'elle souhaitait poursuivre son travail au Sénat comme collaboratrice de M. Rapin. Visiblement, ça ne s'est pas fait, puisque sinon l'histoire aurait été autrement. Et je suis surpris parce que, vous savez, ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire de la politique autrement. Et je crois que l'exemplarité en politique, par rapport justement à la décrédibilisation de la vie politique, je pense qu'il faut toujours être en accord, il faut mettre en accord ses paroles et ses actes. Jean-François Rapin confirme le poste d'assistante parlementaire de Natacha Bouchard, mais refuse de révéler son salaire et jure que cette embauche est provisoire. Après des recherches sur sa rémunération, je comprends mieux la difficulté de se séparer du Sénat
et sa colère. Elle doit renoncer à un confortable pécule de 3 200 € mensuels. La désinvolture de Madame Bouchard est d'autant plus choquante que Calais est la ville la plus pauvre de France, avec un revenu moyen de 900 € par foyer et un taux de chômage de 25%. Mais aussi en proie à une crise migratoire sans précédent. Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Pascot, ancien adjoint à la mairie d'Évry, ancien conseiller régional, auteur de Pilleurs d'État aux éditions Max Milo. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascot, parce que c'est la réalité. Vous savez ce qu'a fait Philippe Pascot? Il a édité, regardez bien sur RMC Découverte, il a édité des petites fiches. Alors je vais les lire, parce que vous n'arrivez pas à les lire à la télé et puis à la radio. C'est bien difficile, encore moins. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascot, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux. Je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 € maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 € de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas tous des gens qui s'en mettent plein les poches. Je dis simplement, et je le prouve dans le livre, que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. Moi, je défends les élus. Moi aussi. Vous aussi? Je défends tous les élus, je défends les élus de base, les élus de proximité, celui qui se défonce bénévolement, le petit maire des communes. Ce que je ne défends pas, c'est les élus qui profitent du système pour vraiment se vautrer dans quelque chose du nom, puisque c'est des gens qui devraient être exemplaires. 30% des parlementaires, en revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à l'appui, puisque tout ce que je dis est factuel. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié, recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice ou le fisc. Ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. Alors vous dites certains élus touchent plus de 30 000 € par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseil régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Mais moi je le croyais quand j'ai commencé ma carrière d'homme politique, il y a très très longtemps. J'ai vu des maires qui disaient je laisse ma place, j'ai fait assez de machin, j'ai fait assez de boulot comme élu, je deviens maire adjoint. J'ai compris après.
Oui. Ils touchaient leur indemnité de maire adjoint, plus leur retraite de maire. Nous, quand on prend notre retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Pourquoi ces gens-là peuvent cumuler ? Oui. Comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qui seront soi-disant censés représenter? Ça, Oui. c'est complètement anormal. Oui. Avantages. Alors parlez-moi des avantages. Tiens, Mais il les y en a passes plein, droits. des avantages. Il y en a plein quand vous êtes élu, et je l'ai été. J'ai Oui. été conseiller régional, président Oui. de la formation professionnelle et l'apprentissage. Déjà, du jour au lendemain, on vous appelle président, je ne sais pas pourquoi. Mais en plus, vous avez le droit à la voiture, vous avez le droit au téléphone, vous avez le droit à Internet, vous avez le droit à un tas de choses. Un autre exemple moi, qui me rend fou. Oui. Vous cumulez plusieurs fonctions. Maire, conseiller départemental, allez, conseiller régional. Vous avez des frais de représentation. Moi, je m'explique comment on fait pour manger 3 fois par jour. Puisque dans ces frais de représentation sur chaque élu, on vous paye le déjeuner. Ouais. Moi, je mange pas 3 fois par jour. Pourquoi on payerait ces gens-là? Un autre truc, On vous paie 3 fois le déjeuner. Vous avez des frais de représentation sur chaque endroit. Ah bah oui, Donc, évidemment. vous déjeunez c'est 3 pratique, fois. Oui, c'est Parce pratique. que je sache, les gens déjeunent qu'une fois. Moi, Non, je mais propose un système très simple. Vous donnez quand même une fiche. Mais non, Jeff. c'est justement ça le problème en France. On Ah donne bon pas de fiches. Il y a plein de pays où on est. On ne justifie pas. Mais non, c'est vrai. l'IRFM, vous faites ce que vous voulez, tout le monde le sait, c'était dans la presse, il y a un député qui s'est payé des voyages et de la thalassothérapie avec son IRFM. J'en ai un autre qui était sénateur, qui s'est payé un pavillon avec piscine du côté de Nice, grâce à l'IRFM. En France, c'est l'inverse. Moi, je dis simplement, il y a un truc vachement simple, je suis pas contre que les élus aient des frais de représentation, c'est normal. C'est Oui. normal. On n'est pas non plus là pour faire du Robespierre, etc. Ça se termine toujours très mal. Mais qu'au moins, ils présentent les factures avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vous dépensez l'argent vous-même et vous vous faites rembourser. En France, c'est pas ça. On vous donne le pognon et vous en faites ce que vous voulez. Je reprécise que ce n'est pas tous les élus. Oui. D'accord ? C'est une petite marge importante des élus. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. Élu en 2008 et réélu en 2014, il faut reconnaître que maire de Calais n'est pas un métier de tout repos. Avec les migrants et tout ce qui va avec, va mal, très mal même. C'est dire qu'elle est très très occupée. Mais cela ne lui suffit pas. Elle décide même de briguer d'autres mandats. Sénatrice, assistante parlementaire, présidente de la communauté d'agglomération du Calaisis, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pauvre Natacha, il ne lui reste plus que 3 mandats. Maire, présidente d'agglomération, vice-présidente du conseil régional. Le cumul de ces rémunérations s'élève quand même, tenez-vous bien, à 12 000 € mensuels. Plus, bien entendu, les avantages, voiture, téléphone, internet. Madame Bouchard, qu'on se prend parfois à plaindre pour le sort fait aux Calaisiens, est bien de l'espèce homo politicus, persuadée que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Nous avons un programme ambitieux pour l'emploi. Concrètement, en termes de projet c'est la d'emploi, création du Conseil de développement économique local. C'est quoi? C'est un conseil qui sera doté de 2,5 millions d'euros par an, ce n'est pas rien, et qui pourra être moteur avec les syndicats, le président de la Chambre de commerce, les créateurs d'emplois, pour aller chercher les emplois et pour mettre en action très rapidement donc ça, c'est des la zones capacité de faire d'aménagement. venir. Est-ce que la présence des migrants, c'est un frein pour trouver justement cet exploitant, pour trouver ces investisseurs, où on arrive à passer au-delà? Mais curieusement, je dirais que les projets continuent d'avancer. Nous sommes en train de maîtriser, même si le taux de chômage est très important, il n'empêche que nous le maîtrisons mieux par rapport à d'autres communes. Et curieusement aussi, nous sommes des gens déterminés. Après la fermeture en 2012, l'ancien camping municipal sera finalement rasé en 2013 pour laisser la place à l'espace des congrès. Le projet visait à réaménager tout le secteur de l'ancienne aire d'accueil des camping-cars
du camping municipal et du fort Risban. Le coût total des démolitions et de reconstruction ont représenté plusieurs millions d'euros, vont passer par pertes et profits. Le duo, Philippe Blais et Natacha Bouchard, vont donner leur accord pour la construction de ce projet gigantesque à l'entreprise Rabot du Tilleul. Selon Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, l'implantation du palais devait assurer une fréquentation et une activité commerciale toute l'année. Générer un tourisme des 4 saisons avec des retombées commerciales du secteur du front de mer et profitable à l'ensemble de la ville et bien entendu à l'emploi. Un projet flou, pas clair, une opposition qui a dû se battre pour obtenir l'ensemble des documents pour enfin demander un référendum pour ou contre ce palais. La demande, bien évidemment, ira à la poubelle et donc ne verra jamais le jour. Colossal. L'estimation du coût de ce palais était de 60 millions d'euros. L'équivalent d'ICO, la base de char à voile, la base de voile, 2 Calypso et les travaux de l'aéroport. Sans compter les frais de fonctionnement qui risquaient pour très longtemps d'endetter la ville et le porte-monnaie des Calaisiens. Un miroir aux alouettes. Ce dossier électoraliste sera finalement reporté, gonflé à bloc. La mairesse espère que ce projet portera ses fruits pour son 2e mandat. Gagnée, elle sera réélue maire de Calais. Le fabuleux Palais des Congrès sera évidemment et définitivement enterré.